Je regarde la webcam posée sur le haut de mon écran, je l'observe. Alors, HD, je vois HD 720p, autofocus, Logitech. Elle est dirigée vers mon visage. Alors, je sais bien qu'il ne s'agit pas d'une chose qui me regarde, mais j'y pense en fait d'abord un peu comme ça, comme penser par défaut, comme si c'était un œil mécanique capable de me percevoir, ou comme si c'était l'œil d'une machine qui me fixait. Alors, je suis un œil. Je repense forcément au début du manifeste de Dziga Vertov, hein, où un œil mécanique nous promet de nous montrer le monde comme lui seul peut le voir. Alors, le vois-tu, ce monde que seule la machine peut voir, webcam, je me demande. Alors, si elle est un œil, pourquoi mon œil, à moi, ne voit-elle pas ce qu'elle voit? Est-ce que c'est pas justement la similitude entre les images d'une chambre noire et les images rétiniennes qui a permis à Alhazen et Kepler de poser les jalons de l'optique moderne? Mon œil, c'est aussi une caméra. Alors pourquoi ma vision, elle m'offrirait moins à percevoir de ce monde? Bon, Descartes a montré les déformations de l'image rétinienne et comment cette déformation est menée à la défiguration complète lors de son trajet dans les nerfs optiques, et ce jusqu'au cerveau. Mon cerveau interprète, et ainsi se forme une représentation du monde, ma représentation du monde. Bon, il ne reste plus grand-chose du caractère optique de l'image, c'est la ruine de la ressemblance possible entre la représentation humaine et l'objet. Alors voilà pourquoi. Les images de la caméra ne reposent pas, elles, sur de la subjectivité ou sur la singularité d'un individu. Elles s'en tiennent à une reproduction mécanique et mathématique des phénomènes visibles. Elles marquent un rapport dialectique entre ce qui serait un réalisme scientifique auquel elles appartiennent et puis un idéalisme dont nous, on dépend, dont les réalités humaines dépendent. Alors, je regarde cette caméra. Est-ce que c'est bien sûr que le monde d'apparence qu'elle me propose soit plus vrai que celui que je perçois? Alors, je peux en douter si je repense à la célèbre démonstration de Spinoza à propos de notre perception de la distance qui nous sépare du Soleil. Alors, ce que nous dit le philosophe, c'est que si j'ignore tout de l'échelle de cette distance et que j'observe le Soleil, il est fort probable que je l'imagine n'être qu'à quelques 200 pieds de moi. Bon, et si plus tard je prends connaissance de sa réelle distance et que j'observe à nouveau le Soleil, l'apparence de sa proximité n'en sera pas changée pour autant. Il va me sembler toujours aussi proche. Alors, ce que Spinoza illustre avec cet exemple, c'est pas que mes sens me trompent, mais que l'expérience que je fais de la lumière du Soleil et la connaissance rationnelle que j'ai de l'astre sont deux choses tout aussi vraies, qu'elles sont non corrélatives. Ainsi, la réalité des apparences de la caméra et la mienne sont-elles simplement deux façons d'expérimenter le monde? Mais la vision et les images de la caméra ne sont-elles pas toujours plus exactes vis-à-vis de la réalité matérielle du monde? Alors, je regarde à nouveau ma webcam posée sur le haut de mon écran. J'observe sa lentille, son objectif. Maintenant, je l'envisage comme un mécanisme d'optique pur. HD 720p, autofocus, Logitech. Alors, ces quelques signes typographiques me ramènent soudain en deçà de cette pureté. Ils me renvoient au fait que son histoire est liée à celle de l'humain. Car il a bien fallu à un humain pour découvrir son principe et la fabriquer. Il est donc possible de considérer que la machine existe et voit depuis un savoir humain qui lui-même dépend toujours de notre propre moyen d'être au monde. Donc, la condition technique de l'image n'est pas moins une condition humaine, et ses possibilités découlent de notre compréhension scientifique du monde, elle-même limitée. Alors, l'image ici retrouve un statut de médium, au sens de McLuhan, et elle serait porteuse d'un métatexte. Pour faire bref, ça serait celui de la computation, de la mesure rationnelle du monde chez Descartes, ou de sa mise à disposition chez Heidegger. Alors, le rapport privilégié de la caméra au monde ne serait donc pas à chercher dans ces images seules, qui restent envisageables comme le fruit de calculs humains. Mais que se passe-t-il entre ces images, dans son rapport à la matière même de la perception? Alors, dans L'homme à la caméra, l'œil mécanique de Berthoff saute d'un espace-temps et d'un point de vue à l'autre. Il les superpose même parfois, comme s'il était lui-même dans la matière. L'image technique de la caméra est prise de vue au sens où elle prélève et autonomise les choses et leurs mouvements. Et elle permet de les relier à d'autres choses, à d'autres mouvements, de façon complètement improbable pour la perception humaine. Alors, pour Deleuze, c'est grâce à ce qui se joue justement dans les intervalles créés par le montage que l'œil de la caméra est non humain. Parce que ces intervalles peuvent mettre en corrélation
des choses lointaines, et donner forme à ce qui est incommensurable pour l'humain et ses facultés. Alors bien sûr, ici aussi, comme tout à l'heure pour l'invention de la caméra, le montage, c'est un fait anthropique. Il dépend lui-même d'un système qui reconduit à revenir à l'humain. Alors, à deux égards. Le premier en ce qui demeure presque toujours centré sur le personnage, ses actions, ses affections, et le second parce qu'il reste conforme aux possibilités du spectateur, qui est lui un sujet humain. Bon, alors je regarde à nouveau ma caméra, ma webcam, et je me demande si elle est capable, elle aussi, comme la caméra de Berthoff, d'être dans la matière. Ouais, elle est fixe, elle est stable. Alors, j'ouvre le logiciel d'acquisition, bon, c'est mon image qui apparaît, invariable. Je me saisis alors de la caméra. Et depuis ma chaise, j'imprime des mouvements avec le poignet, avec l'avant-bras et avec l'épaule. Je la fais circuler d'un espace à l'autre de mon bureau, près de mon ordinateur, du clavier, de l'écran, en direction du reste de la pièce. J'accélère ou je ralentis son déplacement. Alors, je pose la caméra, j'éteins l'application et j'essaie de reproduire moi-même, avec la tête, le haut du corps, bon, approximativement, le trajet que je viens de faire à la caméra, à peu près au même rythme. Je cherche à retrouver les mêmes points de vue, les mêmes sensations que j'ai ressenties en regardant ces images à l'écran. La vitesse, le flou, l'élan, le tremblement et les saccades. Bon, alors non seulement c'est un peu comique, mais surtout c'est très différent. Alors, ma petite expérience me permet de revenir sur la caméra et le monde qu'elle seule, comme elle seule peut le voir, mais avant même les moyens ouverts par le montage, dont on a parlé juste avant. C'est-à-dire par son mouvement propre. Alors, à la façon dont j'ai eu de jouer tout à l'heure avec ma webcam, j'envisage à présent sa corporéité. Elle est faite de plastique, de verre, de métaux très fins, bon, ce qui fait qu'elle est légère et préhensible du bout des doigts. Comment pourrais-je croire que cela ne constitue pas les conditions de son rapport au monde et donc des images qu'elle produit? Alors c'est justement pour poursuivre son exploration du mouvement de la caméra que Michael Snow conçoit avec Pierre Abelous une machine aux caractéristiques morphologiques très spécifiques. Il s'agit d'une caméra-machine qui est télécommandable, qui peut tourner, rouler et tournoyer dans toutes les directions sur les plans d'une sphère. Alors, la région centrale, film bien connu, c'est la première œuvre de Snow produite avec ce dispositif. Le film de 3 heures se compose de 17 plans séquences sur un paysage montagneux, sans trace d'activité humaine. Les mouvements de la machine sont déclenchés par l'artiste sans qu'il n'ait aucune visibilité des images perçues par la caméra. Alors au début, l'appareil se déplace en rapport avec le sol, avec des gestes lents, continus. Au fur et à mesure, en fait, il s'en détache en allant vers le ciel. Il se renverse encore. Voilà, ça va de plus en plus vite. Alors Snow va dire lui-même, le film commence ici, respectant la gravité de notre situation. Mais plus il se déroule, plus il voit comme une planète voit. Alors, bon, on supprime le corps humain, en dedans et en dehors de la caméra. Mais l'œil reste présent, parce que quand je regarde ma webcam, il reste quelque chose de l'œil qui me regarde. Le film est flou. S'il n'est pas flou, je ne vois rien d'autre qu'un espace abstrait de couleurs chaudes, presque monochrome au centre et légèrement dégradé vers les bords. Je vois seulement de la lumière. Je perçois que cette lumière varie presque imperceptiblement. Je perçois que, très doucement, les couleurs chaudes de cette lumière s'éteignent. Alors, je raconte un petit peu la série de films Untitled, La Vallée Phoenix-Cube. Les artistes, pour cette série, les artistes Fabien Giraud et Raphaël Siboni ont retiré à la caméra vidéo ces lentilles. La vision de la machine est ici débarrassée de toute référence à la morphologie humaine. Ce qu'on fait, c'est qu'on décharge l'appareil d'une sorte de bridage, de correctif que sont l'objectif et les lentilles et qui entrave l'accès à une autre visualité que la visualité humaine. On cesse de contraindre l'appareil cinématographique à l'échelle et à la mesure humaine, disent à peu près Giraud et Siboni. Donc il n'y a plus d'œil. Il n'y a plus d'œil et le coucher de soleil enregistré dans le désert par la caméra prend alors une dimension étrangère à mon regard. Alors, elles sont étrangères, ces images, parce que
les images de ce que je vois, les images de ce que voit la machine, pardon, n'ont plus la familiarité qu'elles avaient avec les images formées par mon cerveau. Alors, plus encore, l'image de la machine n'a pas à voir avec la reconnaissance ou avec un redoublement de celle-ci, dans le sens où l'image technique ne reproduit plus ce que j'ai déjà reconnu par ma propre vision, pour que je le reconnaisse à nouveau. Au contraire, elle met à défaut cette habitude pratique et conceptuelle qui renvoie la vision à la reconnaissance et l'image à la sémiotique. Si je ne reconnais pas un coucher de soleil, c'est parce que mon expérience du coucher de soleil et celle de la machine ne sont plus concordantes. Le sous-titre de l'œuvre, qui est La vallée von Uxküll, ça renvoie à la théorie de l'Umwelt du biologiste Jacob von Uxküll. Alors, on peut se mettre à imaginer que, comme chaque espèce vivante, les caméras ont un Umwelt, c'est-à-dire un environnement ou alors un monde propre. Dans L'intelligence d'une machine, Jean Epstein parlait déjà de la caméra comme d'un cerveau robot doué d'une pensée propre et qui, comme l'ont fait l'astronomie et les microscopes, soit à même de bouleverser les connaissances humaines. Alors, cette pensée propre, pour Epstein, ce n'est pas une pensée humaine qui s'exprime au travers du cinéma, mais c'est plutôt une sorte de psychisme de la machine, ou de la subjectivité sans conscience, dit M. de Lacotte. Donc, par une sorte de fiction liée à l'Umwelt, l'œuvre de Giraud et Sibony retrouve cette intuition d'Epstein. Dégagées physiquement de l'échelle et de la mesure humaine, les images de la caméra mettent en valeur combien l'appareil n'a rien à faire avec la notion de représentation ou de reproduction. L'image n'est plus une figuration du monde, mais elle est le monde en tant que tel, d'une intelligence sans conscience. Alors je reviens une dernière fois à ma webcam, à son objectif. Il est toujours bien scellé au reste de ces éléments. Je détaille pour moi-même ces différentes parties, et j'en viens enfin à suivre le câble qui le relie à mon ordinateur. Alors avec ou sans objectif, est-ce que ça a bien d'importance? Ce câble, est-ce que c'est pas comme les nerfs optiques qui, selon Descartes, défigurent l'image avant qu'elle soit recomposée par mon cerveau? Effectivement, qu'est-ce qui me reste de l'image perçue par le système optique de ma webcam quand je sais que ce sont les logiciels de mon ordinateur qui vont reconfigurer les informations qui lui sont transmises? Alors, je repense à certains articles faisant part de l'invention d'une caméra numérique sans objectif, justement. Alors, la philosophie du projet, nous explique le chercheur, c'est de penser dès le départ à la conception de boîtiers optimisés pour les machines et non pour les humains. Alors, effectivement, dans la goutte colorée, qui est l'image produite par un appareil numérique sans objectif, il y a là toutes les informations nécessaires pour qu'un programme informatique décode et détecte les objets présents ou encore traduise les informations en une image conforme à la vision humaine. Alors ici, comme chez Giraud et Sibony, on a délivré notre appareil photo de la mesure humaine qui le limitait. Mais on voit bien qu'on n'obtient pas du tout le même résultat. Alors, tout simplement peut-être parce que l'image poursuit, ici sous forme de données, son trajet dans les circuits de l'ordinateur. Les intelligences artificielles vont traiter les informations et vont reconnaître de la même façon que nous reconnaîtrions nous-mêmes le visage, l'arbre, le vélo, le train, la banane. Elle pourrait même en composer l'image si ça nous fait plaisir. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la contrainte, c'est simplement déplacée? Que la mise à l'échelle humaine opérée par l'optique est maintenant déléguée à des intelligences artificielles, mais qui ont comme référent maintenant le cerveau. Autre objet, mais même assignation. On ne reproduit plus le mécanisme optique, mais notre représentation. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la machine simule aussi, cette fois, la défiguration dénoncée par Descartes. Bon, on pourrait conclure ici, tandis qu'on est sur Zoom, un peu dramatiquement, que c'est paradoxalement au moment où se développe ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que cesse la possibilité d'un monde propre de la machine. Pas de psychisme comme chez Epstein, pas d'Umwelt comme chez Giraud Sibony, qui avait pourtant affaire à de simples caméras sans cerveau. Bon, alors, je ne vais pas vous faire croire que pour poursuivre ma réflexion, je suis allé ouvrir mon ordinateur, que je me suis mis à méditer profondément face au processeur graphique bercé par son ventilateur. Mais je voudrais quand même finir sur une autre perspective. Et pour ça, il suffit peut-être de remarquer quelque chose de peut paraître anodin. C'est la mise en réseau des appareils informatiques et comment ça donne lieu à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la relation au corps humain, mais plutôt à celle de la planète.
les différentes localisations, les époques des prises de vue, la quantité excessive des images qui en découlent, leur binarisation, leur échange constant entre les appareils, tout ce qui constitue en fait les conditions de la vision informatique semble fortement dissemblable à la simulation du point de vue humain. Alors, ce qui semblait un instant nous avoir échappé, eh bien, revient. L'image, à nouveau, n'est plus vraiment humaine. Alors, je dis à nouveau parce que ça vient probablement d'une autre façon que dans la pensée d'Epstein, de Deleuze, que dans le monde sans représentation des œuvres de Giro Simoni. Et probablement, peut-être parce que l'échelle et la mesure humaine qui conditionnaient les machines de perception se sont vues être renversées d'une manière différente. Un renversement qui, on pourrait le croire, nous fait voir comme une planète, mais autrement que chez Michael Snow. Alors, je ne sais pas du tout s'il s'agit de ça, mais ce que j'avais surtout voulu présenter, ce que j'ai surtout voulu présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une histoire de l'image technique où son caractère non humain était la condition d'une expérience esthétique inédite. Une nouvelle possibilité de connaissance qui doit parfois avoir recours à la fiction. Alors, je voulais voir en quoi la vision ou l'intelligence artificielle pouvait poursuivre cette perspective qui semble aujourd'hui peut-être un peu moins investie par rapport à la vivacité de l'approche critique des IA. Même s'il existe effectivement des penseurs qui travaillent dans ce sens-là. J'ai plus vraiment le temps d'en parler. Je pense qu'on en verra peut-être on en verra à coup sûr un exemple juste après. Donc voilà. Je vous remercie.